Je suis Martha Mélès, je travaille au Centre de recherche pour le développement international au Canada. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pendant cet événement sur le COVID-19 et les travailleurs informels soutenu par le CRDI. Cet événement est organisé par CRDI et son partenaire de longue haleine WIGO. Nous allons bientôt commencer. Je vous rejoins aujourd'hui depuis le siège du CRDI au Canada, dans le territoire de l'Algonquin. J'aimerais aussi vous dire que je reconnais le fait que vous nous rejoignez de différents endroits aujourd'hui, près ou loin. Nous allons bientôt donner la parole à notre première panéliste qui va vous donner quelques commentaires sur les logistiques. Si vous voulez poser une question, levez la main ou écrivez dans le chat. Nous allons enregistrer en live cet événement sur notre chaîne Facebook. Nous allons partager avec vous notre compte Twitter sur le chat. N'hésitez pas à partager cet événement sur Twitter avec vous. Je vais maintenant donner la parole à Erin, qui est la directrice des économies inclusives et durables à la CRDI. À vous, Erin. Merci beaucoup, Martha. Bonjour à tous, quelle que soit l'heure chez vous. Je suis aussi au Canada et je suis ravie d'être la modératrice de cet événement aujourd'hui. Le CRDI est vraiment ravi d'être partenaire de WIGO pendant ce travail très important. Avant de présenter les participants, je vais parler de façon générale du travail du CRDI par rapport à la réponse à la COVID-19. Il y a la recherche dont on va vous parler aujourd'hui, mais elle est entourée. Vous savez, et nous le savons tous, que la COVID-19 a eu un impact énorme sur l'humanité et continue à avoir cet impact. Elle met un frein à des dizaines d'années de progrès, particulièrement en matière d'égalité de genre. Et nous faisons donc en sorte de collecter des données pour pouvoir faire une réponse à cette crise. Une de nos réponses est la réponse au Covid pour l'équité. C'est une réponse rapide qui vaut 25 millions de dollars canadiens et qui s'étend sur 3 ans. Le but est de soutenir la réponse innovative à l'impact de la COVID-19, particulièrement et d'engager les femmes et les groupes marginalisés afin d'avoir des réponses efficaces et des efforts de reprise efficaces également. Il y a dans des pays qui sont en train d'émerger particulièrement un problème particulièrement. Nous sommes en train de subventionner des études dans 42 pays pour aider à la réponse au Covid. Et cela permet de collecter du data et aussi d'avoir un meilleur impact pour cette pandémie. Nous voulons aussi avoir des économies plus inclusives et plus résistantes. Les recherches dont on va vous parler aujourd'hui font part de cette initiative et le but du jeu est d'aider les travailleurs informels et d'arriver à un point où on s'assurera que personne ne sera laissé de côté. Ce sont 2 milliards de travailleurs dans le monde qui sont travailleurs de l'informel et dans les pays en voie d'émergence, cela correspond à 90% des travailleurs. Et ce sont eux qui ont le plus fait les frais de la crise économique et sanitaire. Donc, comme on va bientôt l'entendre, les travailleurs informels sont très hétérogènes
dans la façon dont ils sont impactés par la pandémie. Et il nous faut des mesures pour pouvoir augmenter leur résilience. Et cela dépend du secteur dans lequel ils travaillent et des régions dans lesquelles ils travaillent. De même, il y a aussi une dimension de genre à cet impact. Les femmes sont particulièrement représentées dans la précarité et le travail informel. Donc, les problèmes de société, de protection sociale, entre autres, ont augmenté les différences entre les genres qui existaient déjà avant. Le besoin d'aide au niveau éducation, et, soins de santé, etc., est particulièrement important pour les femmes. Il est donc important d'avoir des réponses appropriées. Le financement du CRDI est crucial pour cette réponse. Nous sommes en train de collecter des données dans 11 villes dans le monde, en se concentrant particulièrement sur les récupérateurs de matériaux, les vendeurs de rue, les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile. Donc aujourd'hui, nous sortons 2 rapports concernant des données prélevées sur 2200 travailleurs dans les différents continents. Nous avons donc ces 2 rapports et nous allons poster les liens pour ces 2 rapports dans le chat. Vous les trouverez aussi sur le site du CRDI et de WeGo. Donc, le panel aujourd'hui va nous permettre d'avoir plus de compréhension de cette situation. Nous allons recevoir Marty Chen, qui est cofondatrice de WeGo. Nous aurons Sally Rover, coordinatrice internationale de WeGo. Nous avons également Gloria Solorzano, qui est la responsable du réseau national des travailleurs et travailleuses indépendants. On appelle ce réseau Renata au Pérou. Nous avons aussi Manap Kaupapa, président de la Fédération des travailleurs informels de Thaïlande. Nous avons aussi Punsap Tunapan, qui est le directeur de HomeNet en Thaïlande. Marty va commencer avec un rapport d'aperçu. Ensuite, on passera à la discussion de panel pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain en ce moment. Cela fait plus d'1 an que nous sommes dans cette pandémie. Nous voulons comprendre ce qui a changé, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et où aller ensuite. Nous irons ensuite vers une session questions-réponses. Martha vous encourage à poster vos questions dans le chat et on les modérera. J'aimerais aussi reconnaître la terrible souffrance qui arrive dans différents pays, en Thaïlande, au Pérou, en ce moment, entre autres, à cause de cette 3e maintenant vague de la COVID-19. Je vais maintenant demander à Marty Chen de nous donner une idée des premières données recueillies. Ensuite, on passera à la discussion du panel. À vous, Marty. Merci beaucoup, Erin. Merci au CRDI d'avoir soutenu cette étude. Merci à Martha qui a été avec nous pendant toute l'étude. Et j'aimerais aussi remercier les partenaires locaux. Les différents chercheurs locaux également. Je suis vraiment ravie que nous ayons eu des représentants de différentes études, des différentes villes dans notre panel. Je suis ravie d'avoir tous nos collègues avec nous,
Sally, qui est notre coordinatrice internationale, mais également les autres panélistes. Passons à la page suivante. Dans le contexte, je pense qu'il est important de réaliser que la pandémie Covid-19 est aussi une récession. Et elle a des caractéristiques différentes, puisque c'est une crise économique et sanitaire. La crise économique a commencé dans ce qu'on appelle une économie réelle, pas dans l'économie financière. Et cette fois, les travailleurs informels ont été reconnus comme étant bien plus impactés, alors que dans d'autres crises économiques, on les voyait plutôt comme une espèce de matelas sur lequel retomber. Et elle a été précédée par par les premières estimations sur le travail informel par l'OIT en 2018. En mai l'an dernier, l'OIT a estimé que 80% des travailleurs informels, c'est-à-dire 1,6 milliard de travailleurs informels, feraient partie des personnes les plus affectées par la récession de la pandémie. Et pendant le premier mois de la crise, les travailleurs informels, selon les estimations, ont perdu entre 60 et 82% de leurs revenus. Suivant. L'étude de WIGO soutenue par CRDI a confirmé les estimations de l'OIT de 2020. Mais cette valeur ajoutée permet aussi de comprendre certaines nuances pour comprendre les dynamiques de l'impact sur différents secteurs des travailleurs informels et des travailleuses informelles. Donc, on a le degré d'impact et aussi la façon d'impacter sur les différents secteurs pour les hommes et pour les femmes. Et nous suggérons que les façons d'impacter ces personnes inspirent des façons d'arriver à une récupération. D'ailleurs, la phase 2 est en préparation en ce moment puisque c'est une étude longitudinale. Suivant. L'étude a été menée dans 12 villes, dans 10 pays différents, dans 5 régions du monde, que vous pouvez voir sur la carte. Dans ce rapport, dans cette présentation du rapport, nous n'avons pas inclus les résultats de Dar es Salaam en Tanzanie, parce qu'en 2020, le gouvernement de la Tanzanie a nié l'existence de la pandémie et n'a donc pas collecté de données. L'échantillon a été fait sur 4 secteurs principaux, c'est-à-dire les travailleurs domestiques et les vendeurs, les travailleurs à domicile, les vendeurs de rue et les récupérateurs de matériaux. De cette étude inclut un questionnaire et des entretiens avec les travailleurs de l'informel, leurs chefs, leurs employeurs, etc. Pour la phase 1 et la phase 2, les questionnaires et les entretiens ont eu lieu en mi-2020 et mi-2021. Et nous avons une période de rappel. Donc, il y en a eu 2 même, une en février 2020, avant le Covid, et une en avril 2020, là où il y a eu le plus de restrictions. Et pour la deuxième phase, la période de rappel sont le mois passé et les derniers 12 mois, pour qu'on se souvienne de ce qui s'était passé lors de la première phase. Ces méthodes ont été faites en consultation avec nos partenaires locaux et testées sur le terrain dans différentes villes. Suivant. J'ai inclus cette diapositive pour montrer le titre du webinaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de reprise sans les travailleurs informels.
Cela montre la part d'emploi total et d'emploi urbain dans les villes à l'étude. Et on peut voir qu'il y a toujours plus de travails informels dans les zones urbaines. Voilà ce que l'on a trouvé de commun dans les différentes études et dans les différents secteurs. Les confinements et les restrictions en avril 2020 ont mené à une triple crise de travail, plus revenus, plus sécurité alimentaire. À ce moment-là, seulement un quart des travailleurs pouvaient travailler et ils ne gagnaient que 19% de ce qu'ils gagnaient avant leur revenu. En avril 2020, 21% des personnes ne pouvaient toujours pas travailler. Et en moyenne, ils ne gagnaient que 56% de ce qu'ils gagnaient avant le Covid. Le manque de travail et de revenus a fait que ces personnes étaient triplement désavantagées pour la récupération. La réponse des gouvernements était inégale et inadéquate. Seulement 42% des foyers ont reçu de l'aide alimentaire ou des subventions. Et les foyers à l'étude ont souvent eu à avoir recours à des stratégies d'adaptation. 44 ont dû utiliser leurs économies, 41% ont dû emprunter de l'argent et 10% ont dû vendre leurs biens. Beaucoup ont été obligés de reculer le paiement de leurs charges, de leur loyer et, et leurs frais scolaires, ce qui a fait qu'il y avait plus de dettes et plus d'intérêts. Voilà comment une travailleuse à domicile à Ahmedabad a vécu la situation pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup plus de dettes. Beaucoup de personnes ont été obligées de prendre des prêts à 30% d'intérêt de, de leurs employeurs, de leurs contracteurs, etc. Ils ne pouvaient pas demander de l'argent à leur famille qui était aussi dans la même situation. Et c'était un moment tellement difficile que les femmes ont été obligées de quitter leur foyer et de prendre des dettes. Voici les différences entre les villes. Je ne vais pas en faire le résumé total dans cette présentation, mais j'aimerais mentionner les principales raisons pour ces différences. Tout d'abord, la composition de l'échantillon. C'était assez différent dans les différentes villes. Ce qui était différent aussi, c'était l'intensité et la durée et le point de vue des gouvernements locaux sur les travailleurs informels. Certains se sont rendus compte pendant les restrictions que les travailleurs informels étaient vraiment euh, très importants pour l'économie. Et après les restrictions, après les confinements, dans certains endroits, les travailleurs de l'informel ont été traités de façon punitive. On a entendu des problèmes d'abus, de pots de vin, de confiscation de propriété, etc. Ce que ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c'est donc le degré et la façon d'impacter les différents secteurs. Sur ce tableau, on voit le résumé de degrés d'impact sur les différents secteurs. Donc ceux qui n'ont pas pu travailler du tout, et le revenu moyen en pourcentage par rapport au niveau de pré-Covid. Et on voit
ce qui a été les secteurs les moins affectés à chaque fois et les plus affectés à chaque fois. Envers, c'est ceux qui sont les plus affectés. On voit que ceux qui ont été les plus affectés en mi-2020, c'était les travailleurs domestiques. Et on voit que les récupérateurs de matériaux ont été les moins impactés. Les vendeurs de rue devaient trouver des clients qui, eux, n'avaient pas forcément les moyens justement de consommer. On voit de l'étude quantitative et de l'étude qualitative qu'il y a des différences dans la façon dont sont impactés les différents secteurs. Pour les travailleurs domestiques, c'est surtout une question d'attitude et de pratique d'emploi de la part des employeurs. C'était différent pour ceux qui travaillaient chez l'employeur ou chez eux, ou qui vivaient chez eux, pardon. Pour les travailleurs à domicile, il y a eu des problèmes concernant les fabricants de vêtements notamment. Il y a eu moins de demandes, certaines usines sont fermées et il y a eu moins de demandes locales aussi, mondiales et locales. Pour les vendeurs de rue, il y a eu moins de demandes pour ce qui était produit non alimentaire, pendant les restrictions particulièrement. Il y a eu la fermeture de certains marchés, que ce soit des marchés alimentaires ou non. Et il y a eu une augmentation des prix pour les stocks excédentaires. Et également une diminution du prix des biens vendus. Pour les récupérateurs de matériaux, il y a eu moins de matériaux à récupérer et il y a eu la fermeture de certaines décharges, etc. Nous avons différentes diapositives par rapport aux différents secteurs. Là, nous sommes sur les travailleurs domestiques, donc ceux qui vivaient sur place, sur la place de à l'endroit où ils travaillent, ont été touchés plus gravement que ceux qui vivaient sur place. Voici une travailleuse domestique qui vivait en dehors de son lieu de travail. Elle travaille à Mexico City. C'est une mère célibataire. Elle travaillait pour une mère célibataire qui a arrêté de téléphoner parce qu'elle avait peur qu'elle amène le virus chez elle. Elle a juste arrêté de répondre au téléphone. Les travailleuses informelles, dans ce cas-là, ont été comme un moyen de transmission. Là, nous sommes dans les travailleurs qui travaillaient à la maison. Vous avez le pourcentage de ceux qui ne pouvaient pas travailler et ensuite les revenus moyens. Voilà une citation d'une travailleuse à domicile appelée Renan Bulgari. Ces travailleuses à domicile produisent eux-mêmes leurs produits. Elle a dit: nous ne pouvions pas travailler pendant la pandémie. Précisément, notre ville avait des restrictions de confinement et nous ne pouvions pas sortir pour vendre nos produits. Suivant. À travers les vendeurs de rue et les traders de marché et les commerçants de marché, ceux qui vendaient des produits non alimentaires ont été les plus touchés, mais d'ici mi-2020, c'est aussi ceux qui avaient le plus récupéré en matière de revenus.
Une travailleuse de marché à Accra a dit la phrase suivante: nous, ceux qui travaillent sur les marchés, nous dépendons vraiment de ce qu'on gagne jour après jour. Et donc, on était obligé de faire appel à des créditeurs, sinon on n'avait pas assez pour vivre jour après jour. Au milieu des récupérateurs de matériaux, les femmes ont été touchées bien plus que les hommes. Vous voyez la proportion de revenus avant le Covid et après par genre. Voici ce qu'a dit une femme récupératrice de matériaux à Dakar. Je voulais dire qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles les femmes récupératrices étaient particulièrement touchées. Tout d'abord, elles pouvaient moins être en situation de bonne concurrence pour récupérer les matériaux par rapport aux hommes. Et cela dépendait aussi d'où elles récupéraient les matériaux, que c'était à la décharge ou dans des entreprises, etc. Et voici ce que cette femme disait quand elle travaillait dans une décharge. Je suis venue travailler à la décharge et à la fin du jour, mon employeur m'a dit qu'il n'avait pas d'argent parce qu'il n'avait rien vendu. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est rentrer chez moi. Suivant. Ici, j'ai essayé de résumer la différence entre les hommes et les femmes. De façon générale, les hommes en travail informel s'en sortent mieux que les femmes. Et c'est parce que les femmes sont plus représentées dans 2 secteurs qui sont particulièrement touchés. Les travailleuses domestiques sont celles qui ont perdu le moins en avril, mais qui ont pu le moins travailler à la mi-2020. Et les travailleuses à domicile ont vécu la plus grande diminution en travail et en revenus en avril. Les femmes ont aussi vécu une perte de travail plus importante et une perte de revenus plus importante aussi par rapport aux hommes dans d'autres secteurs. Et cela montre aussi que c'est plus difficile pour elles au niveau de leur santé et aussi par le fait qu'elles ont aussi plus de responsabilités au sein de leur propre foyer que les hommes. Les femmes travaillent plus pour moins en étant parfois non payées. Pour résumer, il y a eu un véritable déclin du travail et des revenus, mais il y a aussi eu quand même une reprise pour le travail et pour les revenus. Cependant, il y a eu des mesures punitives pour les travailleurs de l'informel dans différentes villes. Et l'impact et la reprise sont différentes en fonction des secteurs et du genre. Cela a donné lieu aussi à des stratégies d'adaptation, plus de dettes, moins de biens, moins de propriétés, des paiements qui ont été déplacés dans le temps et une reprise de façon générale désavantagée triplement. Il y a eu des différences entre les hommes et les femmes, ce qui montre qu'il y a besoin d'avoir plus de mesures ciblées à ce niveau-là. Il y a eu de nombreux résultats par rapport à cette étude. Nous avons eu le résumé mondial de la phase 1 et le working paper de WIGO. Il y a également le document de fait au niveau des villes, les contributions des politiques, le résumé des demandes des organisations des travails informels dont nous allons entendre parler. Et il y a également 2 articles qui vont bientôt sortir dans une publication spéciale
de la revue Travail international sur le Covid et le travail. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Marty. Ça a vraiment été un très bon résumé de la situation avec un ensemble de résultats assez riches. Bon, vraiment, toutes des choses très intéressantes pour nous. Mais comme on peut le voir, Marty vient de souligner l'hétérogénéité avec laquelle la crise a touché l'économie informelle. Mais si on peut voir qu'il y a bien quelque chose euh, qui est similaire dans les différentes villes, c'est que cet impact est genré. Et touche davantage les femmes. Et donc, cela montre aussi que malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de politiques d'aide sociale pour les travailleurs informels, eh bien, ces politiques n'ont pas été autant couvertes de réussite. euh, Lorsqu'il s'agissait de vraiment avoir un impact sur les personnes les plus touchées par la crise. Oui, je suis désolée, moi j'ai dit 11 villes, mais Marty a raison, c'est bien 12 villes. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il s'est passé à Lima, au Pérou, et à Bangkok, en Thaïlande. Donc ces deux villes ont été très touchées par la pandémie. Et comme je l'ai mentionné, elles se battent, elles luttent contre une troisième vague de COVID-19 à l'heure actuelle encore. Et donc, je vais commencer avec vous, Manop. Comme nous l'avons vu dans la présentation de Marty, les travailleurs à domicile sont le groupe le plus touché par la crise sanitaire en termes d'impact, mais aussi lorsqu'il faut travailler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation sur le terrain et nous en dire plus sur la manière dont les travailleurs gèrent la situation actuellement? Manop, est-ce que vous nous entendez? La parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Manop Keupaka. Et j'habite en Thaïlande. Je suis le président de la Fédération thaïlandaise des travailleurs informels. Et avec mon organisation, nous avons créé une fédération des travailleurs informels. Donc, nous avons les travailleurs domestiques, les travailleurs à domicile, les vendeurs, les récupérateurs de matériaux en Thaïlande. Et à cause de la crise sanitaire, la situation a été très difficile pour ces différents secteurs. Pendant la première vague, ça a été difficile aussi parce que l'on pensait que la pandémie n'allait durer que 1 ou 2 mois, pas plus. Et puis on s'est vite rendu compte que ce ne serait pas le cas. En règle générale, les travailleurs informels n'ont pas d'épargne, ils n'ont pas d'économie et n'ont pas non plus d'autres sources de revenus possibles. Et donc, ils ont dû dépenser leurs maigres économies au quotidien pendant la première vague pour survivre. Et donc, en décembre, les travailleurs informels euh, principalement les travailleuses domestiques et les travailleurs à domicile, n'avaient pas encore repris leur activité à 100% et ils ont été touchés par la deuxième vague de la pandémie à ce moment-là. Et nous n'avons vraiment pas eu beaucoup d'autres solutions. Nous avons dû faire des sacrifices et nous n'avions personne vers qui nous tourner parce que notre famille et nos amis étaient dans la même situation que nous pendant la deuxième vague. Et maintenant, nous sommes dans la troisième vague de l'épidémie et j'ai l'impression qu'elle est encore plus difficile à vivre pour nous. La situation en Thaïlande ici, euh,
nous avons environ 9 000, 10 000 cas, mais le gouvernement a limité les tests pour les tests COVID. Le gouvernement a limité les mesures de test, a limité l'accès à l'hôpital. Et donc, il y a des milliers de personnes touchées par le virus, mais ces personnes n'avaient pas accès aux tests. Nous avons mis en place des unités de tests mobiles, mais la plupart des gens, en fait, n'ont pas pu être touchés et donc la plupart des gens se mettent en quarantaine chez eux parce ils n'ont pas accès aux hôpitaux ou aux soins de santé en général. Et donc, ces personnes étaient chez elles sans pouvoir avoir accès à des soins de santé et à la prise en charge médicale dont ils auraient besoin. Et donc, les gens deviennent paranoïaques à propos de la situation parce qu'ils s'inquiètent de savoir s'ils sont infectés par la COVID ou pas. Donc, dans mon groupe, je sais que l'on a envoyé 13 personnes se faire tester et que 5 sont revenus positifs, mais ils ont dû attendre 13 jours avant de pouvoir être pris en charge parce qu'ils étaient mis en quarantaine chez eux, dans leur maison. Et puis, 8 autres personnes ont aussi été testées positives. Et je pense que 2 encore attendent encore les résultats aujourd'hui parce qu'ils n'ont toujours pas pu être testés. Et donc, beaucoup veulent se faire vacciner aujourd'hui, mais le problème, c'est que le programme de vaccination nationale n'est pas efficace parce que nous n'avons pas assez de doses disponibles pour la population. Et donc, cela a contribué aux inégalités, cela n'a fait que les renforcer et le gouvernement n'avait pas de remède adapté pour la population. Nous n'avions pas accès aux unités de soins, nous n'avions pas accès aux aides sociales. Nous n'avons pas aujourd'hui accès à la vaccination et cela est particulièrement vrai pour les travailleurs informels par rapport aux travailleurs formels parce que les travailleurs informels ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé, ne peuvent pas se faire tester euh, parce que si je me rends au centre de test pendant la journée, eh bien, je ne serai testée que le lendemain matin à 11 heures. Et donc, je dois attendre beaucoup trop longtemps. Et ça, en fait, c'était considéré comme étant très rapide pendant la première vague et la deuxième vague. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas appris de nos erreurs. Et aujourd'hui, on dépend toujours de stratégies d'adaptation. Par exemple, moi, j'utilisais les prix normaux, mais aujourd'hui, la plupart des vendeurs vendent à des prix réduits et donc il y a beaucoup plus de concurrence. Les gens ont dû vendre leur équipement, leurs produits, leurs produits alimentaires à des prix au rabais en fait. Et donc, cela rend la situation plus difficile pour différents secteurs. Certains ont décidé de rentrer chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus se payer le loyer, ils ne pouvaient plus payer les factures. Et donc, nous avons vraiment beaucoup souffert aussi de problèmes de santé mentale parce que toute cette situation économique a eu un impact sur nous. Et donc, voilà la situation générale en Thaïlande qui vraiment ne s'améliore pas. Merci beaucoup, Manop. C'est une situation vraiment horrible que vous venez de nous décrire. Mais merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Je pense que le manque de tests, le temps que ça prend pour se faire tester aussi, c'est simplement incroyable. Donc, vraiment, merci beaucoup, Manop. Nous allons maintenant en attendre un peu plus sur la situation au Pérou. Gloria, votre organisation, le réseau pour les travailleuses et travailleurs, les travailleuses et les travailleurs indépendants, euh, travaille sur le terrain avec les représentants des travailleurs informels au Pérou. Donc, qu'avez-vous vu sur le terrain et où avez-vous identifié des failles où il y aurait besoin de politique?
La parole est à vous, Gloria. Je vous vois là, à l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gloria Solorzano. Je représente l'association du réseau des travailleurs et travailleuses indépendants, Renata, au Pérou. Et je vais principalement parler de l'économie informelle aujourd'hui. Sur la base de la situation des vendeurs de rue. La situation des vendeurs de rue au Pérou est une situation très risquée, mais à cause de la pandémie, eh bien, cette situation est devenue encore plus difficile, encore plus dangereuse parce que les politiques d'aide qui ont été mises en place n'étaient pas appropriées pour la situation et ils ont également pointé du doigt notre secteur, le secteur des vendeurs de rue. Et ils ont commencé à mettre en place des politiques d'éviction, des politiques d'expulsion, que ce soit dans les marchés, les galeries et tous les endroits où nous travaillions auparavant. Et en fait, tous ces endroits étaient aussi les endroits où les infections avaient lieu. Et donc, nous avons commencé des systèmes de quarantaine et pendant 6 mois, nous n'avons pas pu travailler du tout. Et donc, essayaient, ces travailleurs vraiment gagnent leur vie au quotidien. Et donc, ça veut dire qu'un jour où ils ne travaillent pas, eh bien, ils ne peuvent pas manger. Et donc, c'était une situation très risquée. Nous avons dû essayer de trouver des moyens de nous soutenir les uns les autres. Les travailleurs à domicile ont dû nous aider. Nous avons créé des réseaux pour nous entraider entre les différents secteurs, en fait. Comme vous pouvez le voir, nous travaillons dans les secteurs publics et donc cette situation d'urgence nous a mené à chercher des endroits dans les points centraux de la ville, dans les différentes municipalités également. De nombreuses personnes ont dû se rendre dans le centre de Lima parce qu'il y avait plus de gens là-bas, plus de possibilités pour vendre aussi. Mais le problème, c'est que nous étions très à risque de voir le gouvernement nous confisquer nos différents produits que nous vendons, mais nous devions prendre le risque parce que nous devions gagner notre vie simplement. Depuis de nombreuses années, le secteur a créé un réseau d'économie sectorielle qui nous permet d'avoir un secteur plus formalisé, d'avoir accès à un espace où nous pouvons vendre afin de garantir le développement économique des différents membres et de répondre aux besoins des familles. Mais à cause de la pandémie, cela n'a plus été possible. De nombreux membres du réseau avec quelques économies avaient eu la possibilité d'obtenir des terres ou même de construire leur maison. Eh bien, toutes ces personnes ont été touchées, bien sûr, mais nous avons demandé un dialogue avec les autorités parce que nous voulions qu'elles nous écoutent. Nous voulions avoir notre mot à dire sur la situation, parce que la seule manière pour nous de vraiment faire entendre notre voix, c'est de demander la formalisation de notre secteur. Nous voulons que le gouvernement respecte le décret 1787 parce que ce décret affirme que les autorités doivent respecter certaines législations afin que le secteur puisse atteindre cet objectif d'avoir son propre espace dans lequel il peut travailler. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment recommencer à travailler parce que jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses organisations au sein du réseau Renata n'ont toujours pas eu la possibilité de retourner là où elles avaient l'habitude de travailler, même si nous avions des projets de construction. Mais si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons rien construire, nous ne pouvons pas demander de prêts.
nous ne pouvons pas avoir accès à la formalisation. Et donc vraiment, la formalisation de notre métier est vraiment fondamentale pour nous, pour pouvoir avoir accès à un espace, pour pouvoir demander des prêts hypothécaires, pour pouvoir construire des espaces. Et donc vraiment, pour nous, avoir un espace est synonyme d'avoir des revenus pour les travailleurs informels. En termes économiques, nos mains étaient vraiment liées à cause de la pandémie, à cause des confinements. Et donc, nous avons dû créer notre propre capital et nous avons dû quand même vendre nos produits. Et certains ne pouvaient même plus payer le logement, la location, pardon, de ces différents espaces de marché. Il y a eu plus de vendeurs de rue parce que les gens ne pouvaient plus se permettre de travailler dans les marchés. Mais si on demande bien sûr des prêts, eh bien, il nous faut aussi des garanties. Et donc, nous demandons au gouvernement de donner des prêts aux entrepreneurs. Parce que si cela est possible, eh bien, nous avons les mêmes droits. Nous devrions pouvoir aussi avoir accès aux prêts hypothécaires, pardon. Mais pour ce qui est de notre secteur, nous n'avons aucune protection sanitaire, par exemple. Et pendant la pandémie, nous avons dû gérer tout ce risque lié à notre santé nous-mêmes. Nous avons dû utiliser des médicaments traditionnels, de la médecine traditionnelle. Et nous avons dû aussi trouver des moyens de nous entraider parce qu'il n'y avait pas la possibilité pour nous d'aller à l'hôpital et d'avoir accès à un lit. Parce que si nous avions, même si nous avions accès au lit, de toute façon, nous ne pouvions pas nous payer l'oxygène. Il n'y avait pas de, et nous ne pouvions pas recharger l'oxygène. Nous devions atteindre 4 à 5 jours pour avoir la bonne quantité d'oxygène. Et même pour ce qui est de la médecine et des médicaments, eh bien, dans notre secteur, le fait de ne plus avoir de ressources pour avoir accès à l'hôpital et aux médicaments, bah, tout ça, c'était très, très grave. Et donc, nous avons décidé de rester chez nous. J'ai décidé de rester chez moi, euh, d'aider les autres en termes moraux, en termes économiques, pour continuer à aller de l'avant. L'État n'est pas présent, ne nous aide pas, et donc nous essayons de trouver une manière de continuer. Aujourd'hui, la pandémie est toujours là. Nous faisons face à la troisième vague de COVID-19. Et notre métier est un métier très exposé et très à risque. Donc voilà la situation. Nous avons des collègues qui se retrouvent dans une situation très difficile, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause d'autres maladies. Nous n'avons pas de ressources économiques, pas de ressources financières. Et donc nous luttons pour faire entendre notre voix auprès des autorités et afin de pouvoir retourner travailler. Nous voulons éviter les expulsions un maximum et vraiment retourner travailler. Nous luttons au quotidien auprès des autorités municipales pour avoir accès à nos terres, mais il n'y a pas d'aide pour notre secteur, il n'y a pas de dialogue avec le gouvernement, il n'écoute pas nos requêtes, nos demandes, et donc nous essayons de trouver une situation du mieux que nous pouvons. Donc voilà la situation des vendeurs de rue ici au Pérou. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Gloria. C'est à nouveau un aperçu vraiment incroyable de la réalité du terrain des travailleurs informels au Pérou. Et je vous félicite, vous et votre organisation, d'avoir vraiment essayé de trouver des solutions, de collaborer avec le gouvernement, mais aussi de vous entraider pour essayer de gérer la semaine, le mois ou l'année à venir. Donc, en continuant avec le Pérou, je vais maintenant passer la parole à Carmen. Carmen, de votre point de vue, quelle a été la réaction, la réponse jusque-là et qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas au Pérou? Euh,
Merci. Carmen, on ne vous entend pas. Je ne sais pas. Ok, est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Mais mon micro est allumé. Moi, je l'entends. Vous m'entendez? Oui? Ok. Ok, alors je vais continuer. D'accord. Erin, est-ce que tu m'entends? Ah oui, ok, parfait. Est-ce que les interprètes vous entendent? Oui? Ok, parfait. Donc, je disais que Gloria fait partie des travailleurs informels au Pérou, mais dans les Andes ou en Amérique latine. Mais non, en fait, le Pérou est un pays à 65% urbain et si nous retirons l'agriculture, l'élevage et la pêche, 65% des personnes qui travaillent quand même dans le domaine informel. Et ce ne sont pas ceux qui travaillent dans les zones migrantes. Ce sont des personnes comme Gloria qui ont créé leur propre business et qui essayent de survivre au quotidien. Et si vous étiez le gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Parce que vous savez que votre système sanitaire va s'écrouler d'une minute à l'autre et vous connaissez le marché de l'emploi dans votre pays. Donc, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre? Normalement, les ressources alimentaires devaient être réparties au niveau régional et au niveau des municipalités. Mais bien sûr, cela a été une erreur. Ce qu'il s'est également passé, c'est que normalement, il devait y avoir des aides alimentaires d'environ 200 dollars divisées en deux paiements. Et ces aides financières ont été annoncées dès le début pour les personnes en situation de pauvreté et d'extrême pauvreté. Mais le problème, c'est que cela n'a pas atteint les personnes en situation de pauvreté. Et donc, une deuxième aide financière a été annoncée pour les indépendants. Mais à nouveau, même chose. Et donc, nous avons aussi eu une aide financière pour les familles. Mais à nouveau, même chose. Et donc, quel a été le problème? C'est qu'après 12 ans de reprise économique, eh bien, nous avons trouvé des situations de pauvreté et d'extrême pauvreté dans dans les zones rurales et urbaines. Cela ne fait que 10 ans que nous avons un ministère qui s'occupe de la pauvreté. Et le problème, c'est que les programmes de ce ministère étaient de très bonne qualité pour les zones rurales, mais étaient de très mauvaise qualité pour les zones urbaines. Et le problème, c'est que pour pouvoir recevoir toute aide, il faut se trouver sur la liste qui est mise en place par le gouvernement. Et le ministère a décidé qu'il ne recevrait pas d'informations de la part d'organisations de membres comme celle de Gloria, mais simplement des autorités officielles. Donc, même ce genre d'organisation qui avait fait des listes et qui étaient des listes officielles, eh bien, n'ont pas été prises en compte. Et ça a été un vrai problème aussi. Alors, nous avons aussi une aide financière de 50 dollars par mois qui avait pu être donnée aux orphelins qui avaient perdu un ou deux de leurs parents. Mais cela n'était pas accessible pour les travailleurs comme Gloria. Il y a aussi eu des politiques locales, bien sûr, donc, la première mesure, ça a été les expulsions parce que les maires voulaient montrer à la population qu'ils s'inquiétaient de l'ordre social et de la santé de leur population. Donc, ils ont fermé les marchés de rue ouverts, ils ont fermé les vend- les endroits dans les marchés qui ne vendaient pas de produits alimentaires aussi.
Et donc, c'est à ce moment-là que de nombreuses personnes se sont retrouvées sans travail. Et donc, quelqu'un doit être blâmé parce que, comme on a pu le voir, nous, c'est que nous n'avons pas gagné la Copa América ce week-end, mais nous avons été le premier pays en termes de problèmes financiers par rapport à la COVID. Et donc, qui est pointé du doigt ici? Eh bien, les personnes qui travaillent sur les marchés. Donc, quelles seraient des politiques qui pourraient nous aider? Eh bien, des crédits disponibles en petits montants. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut reconstruire le capital de travail qui a littéralement été mangé. Il faut aussi offrir des espaces de travail, notamment dans les marchés de rue. Il faut mettre en place des horaires et cela a été mis en place dans certaines villes. Donc, c'est tout à fait possible, même pendant les confinements. Un secteur très important au Pérou, c'est aussi le secteur des travailleurs domestiques. Et en décembre 2020, au Pérou, il y avait 122 000 travailleuses domestiques en moins qu'auparavant. Et donc, ces travailleuses ont besoin de solutions alternatives en termes d'emploi, en termes de travail, et ont également besoin d'avoir accès à des crédits pour avoir des économies. Elles avaient aussi les protocoles les plus chers pour pouvoir retrouver du travail. Et donc ici, j'aimerais aussi souligner un élément fondamental, à savoir la dignité des travailleurs informels. Il disait toujours, nous ne voulons pas d'aide financière, nous ne voulons pas quelque chose de gratuit, nous voulons simplement que le gouvernement nous permette de travailler, parce que sans notre travail, nous ne sommes personne. Donc voilà un résumé rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette explication des problèmes principaux et des potentielles solutions. Merci beaucoup, c'était fantastique. Maintenant, je vais demander à Punsap de la Thaïlande de prendre la parole. Punsap et Manop, vous représentez tous les deux la Fédération des travailleurs informels de la Thaïlande, qui représente les travailleurs de différents secteurs de travail. Pouvez-vous nous dire comment vos membres de soutien font leur travail de plaidoyer en ce moment et quel est le succès que vous avez rencontré? Je vais parler au nom de Punsap parce qu'elle n'est pas encore prête à prendre la parole. Elle vient malheureusement de perdre un membre de sa famille. Je ne vous entends pas très bien. Les aides financières qui ont été proposées ne sont pas efficaces et nous ne pensons pas que c'est assez. Suite à la seconde vague, nous avons eu des recommandations formulées en décembre 2020. Et cette année, il y a eu un suivi de ces recommandations. La première a été de donner plus d'aide, particulièrement pour les secteurs informels. Il était question de prêts sans intérêt.
Nous avons aussi des personnes qui n'ont pas accès à la technologie, ça posait aussi problème, donc il y a eu des aides financières qui ont été proposées pour les aider. Le gouvernement de la zone métropolitaine de Bangkok a décidé de donner 30% de son budget pour aider euh, les travailleurs dans les hôpitaux et pour aider au développement des travailleurs informels, pour augmenter le capital de revenus des travailleurs informels. Les différentes organisations gouvernementales ont aidé à donner un meilleur accès aux technologies, ont créé des plateformes en ligne, particulièrement pour aider le travail des conducteurs de taxi, des esthéticiennes. Il a aussi été question de réduire les frais scolaires, voire de les suspendre, et de donner également des finances pour développer l'éducation en ligne. Il y a eu un groupe de travail mis en place pour travailler sur des fonds de protection sociale donnés par le gouvernement. Il y a des comités mis en place. Il y en a un qui a été mis en place selon l'article 40 du Code du travail. Le but du jeu est justement d'aider les travailleurs informels. Le but du jeu est, dans ce cas précis, est de diminuer les contributions liées à la protection sociale des travailleurs des travailleurs informels. Cela a permis vraiment d'aider les travailleurs de l'informel. Nous avons également eu des des travailleurs informels qui ont souffert du Covid et qui ont perçu des aides concernant les locaux dans lesquels ils travaillaient. Différentes organisations ont été mises en place et différents groupes de travail ont été mis en place pour aider différents secteurs de travailleurs de l'informel, que ce soit les vendeurs de rue, les travailleurs domestiques, les taxis, etc. Le ministère du Travail a essayé également de mettre en place des mesures pour promouvoir les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a aussi aidé les travailleurs à domicile en s'assurant qu'il y avait un fonds de financement de santé pour eux. Et les travailleurs de l'informel ont aussi eu la possibilité d'accéder à des prêts avec des intérêts plus bas. Nous voyons que le gouvernement a, le, a pour but de prendre des mesures, particulièrement au niveau du ministère du Travail. Voilà ce qu'ont été nos recommandations, voilà comment on s'est mis en contact avec le gouvernement. Merci pour m'avoir donné la parole.
La demande pendant le Covid a été particulièrement importante et il est clair que les travailleurs informels sont un des derniers groupes dont s'occupera le gouvernement en temps normal. Le budget du ministère du Travail a une partie allouée aux travailleurs informels, mais pour améliorer la situation, cela prendra du temps. Le Covid a été vraiment un point clé pour que nous puissions nous attaquer aux problèmes à long terme des travailleurs informels. Les travailleurs informels devraient avoir droit à une protection sociale. Ils devraient recevoir toute l'assistance nécessaire pour pas qu'ils ne soient laissés de côté. Et nous devons travailler à court terme et à long terme. Merci. Merci beaucoup, Punsat. Merci, Manop. C'est vraiment très intéressant, très utile. Ce sont des recommandations très intéressantes que vous avez faites. Maintenant, je vais me tourner vers Sally. Sally, nous avons entendu parler de deux villes maintenant, Bangkok et Lima, sur les 12 que couvrait votre recherche. Selon votre point de vue, puisque vous avez une sorte de vue surélevée, quelles seraient les recommandations qui émergent de toute l'étude et quelle est la prochaine étape? Merci beaucoup, Erin. Merci à tous nos panélistes pour ces présentations excellentes. De ma vue surélevée, je pense qu'il faut se rappeler que du point de vue du contexte, il faut se souvenir de ce qu'on nous a dit, de ce que nous ont dit nos collègues au Pérou, c'est qu'il ne faut pas penser que la Covid est bientôt finie, ce n'est pas le début de la fin. Les personnes qui ont présenté aujourd'hui ont rendu ça très clair. Je pense aussi que les résultats présentés aujourd'hui de cette étude reflètent l'expérience des travailleurs qui sont employés, qui sont indépendants ou dans d'autres situations, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est ils sont très exposés à des risques en tant que travailleurs. Donc, il nous faut mettre en place des mesures pour les protéger. Et c'était déjà le cas avant la pandémie. Et nous avons vu la conséquence du manque de ces mesures. Dans les diapositives de Marty, on voyait les revenus voilà, au mois de juin et puis la diminution petit à petit. Il est important de garder à l'esprit l'étendue de l'impact de cette pandémie. Dans toutes ces villes, le rôle du gouvernement devrait être de protéger les travailleurs. Vous en avez parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui a été vu dans toutes les villes. Le rôle du gouvernement doit être d'aider les personnes à retourner au travail, de protéger leur emploi. Nous avions des recherches relativement petites au début et c'était déjà utile. Ça a été très bien pour nous de pouvoir nous appuyer sur ces recherches précédentes. Je pense, d'après ce qu'ont dit les intervenants précédents, il nous faut une meilleure coordination verticale entre le gouvernement national et local pour éviter de nuire, pour réduire les pratiques négatives qui réduisent les revenus. C'est quelque chose que l'on peut obtenir grâce à des politiques gouvernementales. Ça peut être fait grâce à
la contribution d'organisations qui se mettent autour d'une table avec les gouvernements et qui permettent d'en parler ensemble, qui mettent en place les matériaux nécessaires, qui créent des mesures qui reconnaissent les besoins nécessaires, les besoins particuliers de certains groupes, tels que les travailleurs informels dans différents secteurs. Il est important de coordonner les différents secteurs des différentes mesures, par exemple des politiques de protection sociale au niveau gouvernementaux peuvent être bonnes, mais elles peuvent être freinées par certaines politiques urbaines au niveau local, donc il faut les coordonner entre elles. Il faut pouvoir repousser ces barrières administratives pour pouvoir apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin, mais aussi donc dans le contexte du Covid, mais aussi en dehors du contexte du Covid. Nous avons besoin de plus d'initiatives comme celle de Manop et Gloria. Enfin, il nous faudrait avoir un meilleur façonnage du marché du point de vue des travailleurs uniquement. Permettre de façonner le marché de façon à résoudre les problèmes de protection sociale. Le Gloria sait très bien comment organiser ce genre de choses. Il est important donc de s'appuyer sur les organisations qui savent comment faire pour pouvoir s'appuyer sur la production, sur le façonnage du marché, etc., pour pouvoir proposer des solutions comme l'ont fait mes collègues. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sally, c'était très intéressant. Nous sommes à la fin de notre discussion panéliste. J'aimerais remercier tous les panélistes pour vos merveilleuses présentations à différents niveaux qui nous ont permis d'avoir une vue générale de la situation à laquelle font face les travailleurs informels. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vais donc commencer si je peux. La première est pour Marty, de Liana Schmalzer. Voici la question. Sur ces résultats, en fonction de ces résultats que vous avez présentés, quelle serait une recommandation pour les gouvernements afin de s'attaquer à ce triple désavantage auquel font face les travailleurs de l'informel, particulièrement dans beaucoup de pays en développement, puisque là-bas, le secteur informel est une partie importante de l'économie. Je sais que certains panélistes ont déjà répondu un petit peu à cela, mais avez-vous autre chose à ajouter? Merci pour la question, très importante d'ailleurs. Je pense que mes collègues ont souligné l'importance d'avoir des aides financières continues, pas seulement pour répondre aux besoins de base, mais aussi pour aider à la reprise économique. Et donc, je pense que ça, ce serait très important pour répondre à deux des trois handicaps de la dette augmentée et des ressources épuisées. Mais pour ce qui est des paiements, je pense que nous devons aussi voir ce qu'il en est des charges ménagères, du loyer et des frais de scolarité parce que on voit que les gens postpose le paiement de ces différents éléments. Et je pense que Manop a parlé de l'importance de subsides même pour l'enseignement en ligne. Nous devons réfléchir à la manière dont les pauvres ont accès à ces services de base que sont le logement, les charges ménagères et les frais de scolarité pendant ce type de crise. Mais tout ce que l'on a entendu aussi de manière générale, c'est que nous devons avoir
avoir des réformes plus larges, plus générales en termes de planification urbaine et de plan national et aussi du lien qui existe entre ces deux-là. Parce que bien sûr, ce qui est important, ce qui a une influence, c'est la position des autorités régionales par rapport aux travailleurs informels. Quelle est leur position? Est-ce qu'ils leur offrent des possibilités de travailler? Est-ce qu'ils leur offrent des possibilités de transport? Et tout cela implique la volonté des autorités d'impliquer le secteur informel dans leurs plans, dans leurs projets et leurs politiques. Merci, Marty. Donc, il ne nous reste que quelques minutes, mais je pense que nous pouvons écouter d'autres questions. Donc, nous avons encore une autre question qui nous vient de Dili Poudel et je pense que je vais passer la parole à Sally peut-être qui parle parce que la question est la suivante. Est-ce que la violence domestique a augmenté pendant la pandémie? Et si ça a été le cas, quel a été l'impact? Non, ok, désolé, ça c'est la première question et je pense que nous connaissons la réponse. Mais la deuxième question, c'est de savoir comment la pandémie a eu un impact sur l'enseignement, l'éducation des enfants. Carmen, est-ce que vous pouvez répondre éventuellement? Oui, il y avait de grandes craintes que la violence domestique augmenterait et ça a été le cas. Des abris ont été construits et mis en place, mais c'est très difficile d'avoir des données quand vous avez un pays en confinement pendant 5 mois. Et pour ce qui est de l'éducation des enfants, dans le cas du Pérou, l'année dernière, tout le programme scolaire, et cette année aussi d'ailleurs, a été en ligne, comme cela a déjà été dit aujourd'hui. Et donc, même si on a la chaîne de télévision nationale qui donne des informations, vous devez toujours être en contact avec vos profs sur WhatsApp pour voir ce que vous pouvez faire, des informations, pour être sûr de participer aux différentes sessions. Et si on doit choisir entre l'enseignement et la nourriture, bien le choix est vite fait. Et ça, c'est la réalité dans de nombreux endroits. Euh, je pense qu'ici, on a pu voir une perte au niveau de l'éducation des enfants, mais on souligne aussi leur résistance et leur force. Mais bien sûr, ils ont été touchés par la pandémie. Merci beaucoup. Sally, même question? Oui, merci, Erin. Je dirais que dans les villes, que ce soit dans les données quantitatives ou qualitatives, on peut voir on peut voir que toutes les données reflètent ce que Carmen a dit par rapport au Pérou, à savoir une augmentation de la violence domestique. Et ça, on a entendu cette même idée de la part de nos partenaires dès le début de la pandémie. Donc, c'est horrible, mais on n'a pas été surpris non plus. Et je pense que je peux lier ça à un élément qui a été mentionné dans le chat un peu plus tôt, à savoir que cela n'a pas seulement eu un impact sur le revenu et la capacité à travailler, mais aussi sur la charge mentale et émotionnelle. Et cela est surtout ressorti des entretiens en détail que nous avons menés avec les travailleurs informels et avec des informateurs clés dans les villes. Donc, vraiment, la charge émotionnelle et mentale qui est liée à la violence, mais à la situation en général aussi. Et les travailleurs informels devaient répondre à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille, mais les responsables devaient aussi essayer de vérifier comment les membres des organisations allaient et essayer de répondre à leurs besoins aussi pour essayer que tout le monde garde espoir, vraiment. Et donc, je pense que ça, c'est un des effets que l'on peut vraiment voir dans les données qualitatives et quantitatives. Merci, merci Sally. Je vais ici mentionner une seule question par rapport aux personnes âgées. Euh, je pense qu'on a beaucoup dit que les travailleurs informels ne sont pas un groupe homogène, que c'est un groupe très hétérogène où il y a beaucoup de variations en termes de genre, mais aussi d'âge. Et donc, je vais demander
à Punsap, peut-être, de répondre à cette question, qui est la suivante, qui nous vient de Kate Horsted et qui nous demande si on peut parler un peu plus des défis spécifiques des personnes âgées en termes de retour au travail. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler par rapport à la situation spécifique de la Thaïlande? Et s'il nous reste un peu de temps, on demandera à quelqu'un de Ouigo qui parlera de la charge de travail des femmes plus âgées pour voir si elle a augmenté et à quel point elle a augmenté. Punsap, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, alors la situation ici en Thaïlande a été très difficile parce que les femmes plus âgées étaient déjà dans une situation difficile et là, elles ont dû faire face à encore plus de difficultés. Donc, c'était très difficile de trouver des moyens de subsistance et elles ont dû beaucoup s'adapter afin de survivre. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir la vue de Wigo par rapport aux personnes âgées au sein des travailleurs informels? Oui, je voudrais simplement parler, comme ça a été le cas des trajectoires dont Marty a parlé, le travail des personnes âgées varie aussi en fonction des secteurs. Nous avons entendu beaucoup de travailleuses domestiques qui disaient, bon, ça fait 25 ans que je travaille avec la même famille, j'ai élevé leurs enfants. Et donc, ils m'ont simplement dit au revoir, c'était la fin de notre relation. Et donc, ces travailleuses domestiques et ces travailleuses domestiques plus âgées avaient vraiment peu de chances de retourner au travail. Et donc, cela a montré aussi qu'au début, la plupart des travailleurs n'avaient vraiment pas beaucoup d'espoir de retourner au travail. De manière similaire, dans certains endroits, il y a eu des restrictions gouvernementales par rapport au travail dans les espaces publics, principalement pour les personnes âgées. Donc, les personnes au-delà d'un certain âge n'étaient pas autorisées à sortir simplement. Mais ces personnes n'ont pas de pension, n'ont pas de ressources et n'ont pas de revenus, en fait. Et donc, sortir, c'est la seule manière pour elles de gagner de l'argent et d'avoir des revenus. Et donc, ces personnes ont été mises dans des situations simplement impossibles. Et donc, lorsque l'on analyse les différents secteurs de l'économie informelle, on peut voir les différents effets en fonction de la situation et aussi en fonction du groupe d'âge en question. Ah, merci, merci Sally. Il ne nous reste qu'une minute pour ce webinaire simplement fascinant. Je voulais simplement prendre un moment pour remercier à nouveau nos panélistes et les différents organisateurs à Wigo qui ont mené les recherches avec les organisateurs locaux qui ont rassemblé les données. Et aussi, je voulais remercier les participants pour vos questions, pour votre engagement à travers cette discussion. Et bien sûr, je pense, euh, je veux aussi dire que la deuxième vague de collecte de données sera publiée en octobre ou en novembre au niveau municipal avec le rapport complet qui sera publié plus tard. Donc, soyez attentifs à cela. Comme je l'ai déjà mentionné, toutes les informations se trouvent sur le site internet de Wigo et du CRDI. Cela étant dit, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit et j'espère vous entendre très rapidement. Merci beaucoup.